J'ai été faussement accusé d'agression sexuelle par ma nièce de 13 ans. Ma famille m'a renié. Ma petite amie m'a quitté et j'ai tout perdu. Mais 6 mois plus tard, la vérité éclate. Et maintenant ils veulent se réconcilier. Pas question. Alors, laissez-moi vous planter le décor. À l'époque, je me débrouillais plutôt bien. J'avais un bon poste en gestion de projet, je possédais un appartement correct dans un quartier sympa de la ville, j'avais des amis, j'avais une vie. Rien d'extravagant, mais j'avais travaillé dur pour construire quelque chose de stable. Après des années à trimer à l'université et dans des postes de débutants, ma famille et moi étions proches, du moins c'est ce que je pensais. Dîner du dimanche, fête de fin d'année, tout le tralala. Ma sœur, Sophie, et moi étions particulièrement proches. Nous avions grandi en veillant l'un sur l'autre. Et quand elle a eu sa fille, Manon, j'étais à l'hôpital, le premier, à part le père, à tenir ce bébé. J'adorais être un oncle. Je prenais ce rôle au sérieux, vous savez. J'allais aux événements scolaires de Manon, l'aidais à faire ses devoirs quand Sophie était débordée par le travail, lui apprenait à faire du vélo, des choses d'oncle classiques. La gamine était intelligente, drôle, un peu dramatique parfois. Mais quelle adolescente ne l'est pas? Sophie était une mère célibataire après son divorce quand Manon avait 8 ans, alors j'ai essayé de l'aider quand je pouvais. Rien d'étrange, rien d'inapproprié, juste être de la famille. Manon a toujours été un peu difficile à gérer, cependant. Sophie avait ce style parental où elle ne disait pratiquement jamais non à l'enfant. Quoi que Manon veuille, Manon l'obtenait nouveau téléphone, bien sûr. Sauter les corvées, pas de problème. Répondre aux adultes, ce ne sont que des adolescents, n'est-ce pas? J'avais mentionné à Sophie plusieurs fois que peut-être quelques limites aideraient, mais elle devenait défensive. Elle disait que je ne comprenais pas parce que je n'étais pas parent. C'est juste, je suppose. Mais il y a eu cet incident environ 6 mois avant que tout ne tourne au vinaigre. Nous étions tous chez mes parents pour une réunion dominicale au hasard. Manon était de mauvaise humeur, irrespectueuse envers notre mère, levait les yeux au ciel, faisait des remarques sarcastiques. Je l'ai prise à part, sans même crier ou quoi que ce soit, j'ai juste dit quelque chose comme « Eh, c'est ta grand-mère. Tu dois surveiller ton ton. » Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé, avec un regard froid dans les yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Puis elle a couru vers Sophie, et je l'ai entendu se plaindre de la façon dont je l'avais embarrassée devant tout le monde. Sophie est venue, m'a dit de la laisser tranquille, qu'elle s'occuperait de sa propre fille. Je me suis excusé, j'ai laissé tomber, je me suis dit que ça n'en valait pas la peine. J'aurais dû prêter plus d'attention au regard que Manon m'a lancé, cependant. C'était le premier drapeau rouge que j'ai complètement manqué. Avance rapide jusqu'à la fin du printemps, il y a 3 ans. Mes parents organisaient un barbecue chez eux. Une chose familiale assez standard. Des hamburgers et des saucisses, des cousins qui couraient partout, cette ambiance de week-end de banlieue. Je suis arrivé après le travail, toujours dans ma chemise boutonnée, mais j'avais enlevé ma cravate. Tout semblait normal au début. Manon était là avec quelques-unes de ses amies, faisant ce truc où les adolescentes se regroupent et chuchotent. J'ai dit bonjour. Elle m'a à peine reconnu. Peu importe. Les adolescents sont lunatiques. Environ 1 heure après le début du barbecue, Sophie m'a entraîné dans la cuisine. Dès que je suis entré, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Son visage était pâle, ses mains tremblaient, ce regard de rage absolue dans ses yeux. Avant même que je puisse demander ce qui se passait, elle s'est approchée de moi et m'a dit « As-tu touché Manon ?» Je suis là, complètement confus. « De quoi tu parles ? L'as-tu touché ?» Mon cerveau ne pouvait littéralement pas traiter ce qu'elle me demandait. La toucher? Comme quoi? Un high five, un câlin? Qu'est-ce qu'elle racontait? Puis elle a tout expliqué et j'ai eu l'impression d'avoir été frappé par un camion. Elle a dit que Manon était venue la voir la veille en pleurant, disant que je l'avais touchée de manière inappropriée, que je l'avais agressée. J'ai juste regardé Sophie, attendant qu'elle rigole, qu'elle dise que c'était une mauvaise blague. Mais elle ne riait pas. Elle était morte de sérieux. Et elle me regardait comme si j'étais la pire chose qui ait jamais existé. Sophie, ça ne s'est jamais passé. Je ne ferai jamais ça. Elle ne m'a pas laissé finir. Elle m'a giflé violemment. Puis elle a commencé à me crier de partir, qu'elle appelait la police, que j'étais dégoûtant, qu'elle ne voulait plus jamais me voir.
Mes parents sont arrivés en courant, d'autres membres de la famille s'entassaient dans l'embrasure de la porte. Tout le monde me regardait comme si j'étais un prédateur. J'ai essayé d'expliquer, j'ai essayé de leur dire que c'était fou, que je n'avais jamais rien fait de mal, mais personne ne voulait l'entendre. Sophie était déjà au téléphone avec les flics. Et ma mère pleurait, et mon père avait l'air de vouloir me frapper aussi. La seule chose que j'ai pu penser à faire était de partir avant que les choses n'empirent. J'ai quitté ce barbecue dans un état second, je suis rentré chez moi en pilote automatique, je me suis assis dans mon appartement et j'ai juste essayé de comprendre ce qui s'était passé. Ma nièce, cet enfant que j'avais aidé à élever, venait de m'accuser de quelque chose de si ignoble que je ne pouvais même pas l'imaginer. Et ma sœur, ma propre sœur, qui me connaissait depuis toujours, y a cru sans même me demander ma version de l'histoire. La police est arrivée à mon appartement ce soir-là. 2 détectives, très professionnels. Ils m'ont demandé de venir au poste pour répondre à quelques questions. J'y suis allé volontairement parce que je n'avais rien à cacher. Je leur ai dit exactement ce que j'avais fait la nuit où Manon a affirmé que cela s'était produit. Il s'est avéré que j'avais un alibi assez solide. J'avais été à un dîner de travail avec toute mon équipe ce soir-là de 18h à presque minuit. 15 témoins, reçus de restaurants, tout documenté. Les détectives semblaient sceptiques quant à l'accusation dès le début, mais ils devaient enquêter. Ils ont interrogé Manon plusieurs fois. Son histoire changeait constamment. D'abord, elle a dit que cela s'était passé dans mon appartement. Puis elle a dit que c'était chez mes parents. Puis elle ne se souvenait plus exactement quand. La chronologie qu'elle a donnée ne correspondait à rien. Un détective m'a dit plus tard officieusement qu'il voyait parfois de fausses accusations, mais qu'il devait quand même enquêter à fond. J'ai apprécié son honnêteté, mais cela n'a pas rendu le processus moins destructeur. Chaque interrogatoire me donnait l'impression d'être traité comme coupable jusqu'à preuve du contraire. Chaque question semblait piégée. Le pire, c'était l'attente. Attendre qu'il vérifie mon alibi, attendre que l'histoire de Manon s'effondre. Chaque jour qui passait était un jour de plus où ma vie était en suspens. Pendant ce temps, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des notifications. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années me contactaient. Et mec, j'ai entendu ce qui s'est passé. C'est vrai? Des trucs vraiment encourageants. J'ai fini par changer de numéro après la première semaine. Voyez-vous, personne ne vous dit ce que c'est que d'être accusé de quelque chose comme ça. Même si vous êtes innocent, même si les preuves montrent que vous n'avez rien fait de mal, les gens vous regardent différemment. En 2 jours, tout mon quartier était au courant. Quelqu'un avait posté à ce sujet sur les réseaux sociaux, sans utiliser mon nom, mais en donnant suffisamment de détails pour que tout le monde comprenne. Mon propriétaire m'a appelé 3 jours après l'accusation, disant que d'autres locataires étaient mal à l'aise que je vive dans l'immeuble. Quand j'ai demandé sur quelle base il pouvait me virer alors que je n'avais été accusé de rien, il a reculé, mais a dit qu'il surveillait la situation. Le travail était pire. Mon patron m'a convoqué à une réunion, a dit que je devrais peut-être prendre un peu de temps. Je lui ai dit que j'avais un alibi et que la police le vérifierait. Il m'a jeté ce regard de sympathie exercé et a dit que ce n'était pas une question de culpabilité ou d'innocence. C'était une question d'image. L'entreprise ne pouvait pas se permettre d'avoir quelqu'un sous enquête qui travaillait là. Il me garderait en congé payé pour l'instant, mais l'implication était claire. Cette réunion m'a plus écrasé que l'accusation elle-même. C'était une entreprise à laquelle j'avais donné 6 ans de ma vie. J'avais travaillé les week-ends, passé des nuits blanches sur des projets, formé de nouveaux employés. Et dès que les choses se sont compliquées, ils m'ont jeté. Peu importait que je sois innocent. Je lui ai dit que j'étais innocent, que j'avais un alibi, que c'était clairement faux. Il m'a regardé comme s'il voulait me croire, mais n'était pas sûr. Il a dit que c'était juste temporaire, juste le temps que les choses se calment. Ce congé temporaire s'est transformé en un licenciement discret en 1 mois. Je ne pouvais plus aller à l'épicerie sans que les gens ne chuchotent. Je ne pouvais plus aller à la salle de sport sans que quelqu'un ne me fixe. Mes anciens amis ont cessé de répondre à mes appels. Des gens que je connaissais depuis des années m'ont simplement ignoré. Un ami m'a envoyé un SMS disant « Je ne sais pas ce qu'est la vérité, mais j'ai des enfants, donc je ne peux pas m'associer à toi pour l'instant. » J'ai parfaitement compris. Tout le monde se protégeait. La salle de sport était particulièrement mauvaise. J'allais au même endroit depuis 4 ans. Après l'accusation, les gens se déplaçaient de l'autre côté quand j'arrivais.
Finalement, j'ai simplement arrêté d'y aller, annulé mon abonnement et fait de l'exercice à la maison. Mes parents ont envoyé un seul SMS pendant ces 4 premiers mois. Ils disaient, nous prions pour que la vérité éclate, pas nous croyons en toi. Juste une déclaration vague sur la vérité. Leur silence disait tout. Les rares membres de la famille qui m'ont contacté étaient pires. Ma tante a dit qu'elle devait d'abord protéger ses propres enfants. Mon cousin m'a demandé si je ferais un test polygraphique. Mon oncle a suggéré que je m'excuse auprès de Manon pour arranger les choses. M'excuser pour quelque chose que je n'avais pas fait juste pour que tout le monde soit à l'aise. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années ont donné leur avis. Je me souviens que tu étais plutôt calme à l'école et est devenu où tu as toujours été bizarre. Chaque aspect normal de ma personnalité a été recadré comme suspect. Le pire, c'est que je n'arrêtais pas de penser que tout s'arrangerait une fois que la vérité éclaterait. Je n'arrêtais pas de penser, d'accord, ils vont enquêter. Ils verront que Manon ment et tout le monde s'excusera et nous passerons à autre chose. J'étais incroyablement naïf. 4 mois après le début de ce cauchemar, la police a officiellement clos l'affaire. Aucune accusation n'a été portée. Mon alibi était béton. L'histoire de Manon avait plus de trous qu'un fromage suisse, et il n'y avait aucune preuve que quoi que ce soit se soit passé. Je pensais que ce serait la fin. Enfin, la justification, n'est-ce pas? Faux. Parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà perdu mon emploi. Ma réputation était détruite. J'avais épuisé la plupart de mes économies pour un avocat. Et les gens qui m'avaient tourné le dos ne m'ont pas soudainement accueilli à bras ouverts. La plupart d'entre eux me regardaient toujours comme si j'étais coupable. Pas d'accusation ne veut pas dire innocent. Ce genre de bêtises. Certaines personnes m'ont même dit en face que je l'avais probablement fait, mais que je m'en étais sorti grâce à une technicalité. J'ai déménagé dans un autre quartier de la ville, j'ai trouvé un nouvel appartement dans un quartier où personne ne me connaissait. J'ai commencé à chercher du travail, ce qui était brutal. Les vérifications d'antécédents ne montraient pas d'arrestation, mais Google, si. Mon nom était associé à l'accusation en ligne. Quelqu'un avait archivé la publication originale sur les réseaux sociaux. J'ai tout essayé pour la faire retirer. Rien n'a fonctionné. J'ai dû l'expliquer lors des entretiens. La plupart des responsables des ressources humaines changeaient d'expression quand ils l'évoquaient. Je leur racontais toute l'histoire. Faussement accusé, entièrement enquêté, complètement blanchi. Certains étaient compréhensifs. La plupart disaient qu'ils garderaient mon CV en dossier. Un entretien m'a anéanti. Le responsable du recrutement semblait super. Plusieurs tours d'entretien. Puis il a dit que l'entreprise ne pouvait pas aller de l'avant. Ils avaient vu les accusations en ligne. Il a dit qu'il me croyait personnellement, mais qu'il avait les mains liées. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 1 heure après. J'ai finalement trouvé un nouveau travail, moins bien payé, moins prestigieux. L'entreprise était plus petite, plus disposée à prendre un risque. Mon nouveau patron avait lui-même vécu une situation injuste il y a des années. Il comprenait comment le système fonctionne. Ce travail m'a sauvé. J'ai commencé à reconstruire à partir de zéro. Je me suis fait de nouveaux amis qui ne connaissaient pas mon passé. Je suis resté discret. J'ai appris à être prudent quant à qui je faisais confiance. J'ai commencé à consulter un thérapeute parce que la paranoïa devenait grave. Je remettais en question chaque interaction, me demandant si les gens me googlaient plus tard. Et j'ai pris une décision. J'en avais fini avec mon ancienne famille. Complètement fini. Non pas de manière colérique, non pas de manière vengeresse, juste de manière pratique d'autopréservation. Ces gens avaient prouvé qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Ils avaient choisi le confort plutôt que la vérité, la panique plutôt que la patience. Et ce faisant, ils m'avaient montré exactement où je me situais dans leurs priorités, en dernier. 6 mois après la clôture de l'enquête, Sophie m'a appelé. C'était la première fois que j'avais de ses nouvelles depuis qu'elle m'avait giflé à ce barbecue. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Elle avait l'air terrible, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Elle a dit qu'elle devait me dire quelque chose, que c'était important. C'est là qu'elle a lâché la bombe. Manon avait avoué avoir menti. Tout était inventé. Apparemment, des filles de son école l'avaient poussée à le faire. Une vengeance pour la fois où je l'avais réprimandée.
Manon se sentait coupable, a commencé à faire des siennes et a finalement craqué et s'est confessée à Sophie. Sophie sanglotait, s'excusant encore et encore, disant qu'elle aurait dû me parler d'abord, qu'elle aurait dû me demander ma version, qu'elle aurait dû faire absolument n'importe quoi d'autre que de détruire immédiatement ma vie sur la base de l'accusation d'une adolescente. Je suis resté là à l'écouter pleurer, et je n'ai ressenti absolument rien. Pas de soulagement, pas de colère, rien. Juste cette froideur vide. La validation que j'avais été innocent depuis le début aurait dû signifier quelque chose. Aurait dû ressembler à une justification, mais ce n'était pas le cas car les dégâts étaient déjà faits. J'avais déjà tout perdu. Savoir que j'avais raison n'a pas ramené mon travail, ma réputation, mon sentiment de sécurité, ni l'année de ma vie que j'avais passée en enfer. Quand elle a finalement arrêté de parler, je lui ai posé une question. As-tu seulement pensé une seule fois à me demander si c'était vrai avant de détruire ma vie? Elle n'a pas eu de réponse à cela. Elle a commencé par des excuses, disant qu'elle avait peur, qu'elle protégeait sa fille, que n'importe quelle mère aurait réagi de la même manière. Je lui ai dit que n'importe quelle personne décente aurait d'abord posé des questions. Que la famille devrait signifier se faire confiance, au moins assez longtemps pour vérifier les faits, qu'elle me connaissait depuis plus de 30 ans et aurait dû savoir que je n'étais pas capable de ce dont Manon m'avait accusé. Elle est devenue silencieuse. Puis elle a dit, « Je sais. Tu as raison. Je t'ai laissé tomber. Je suis tellement désolé. » Je lui ai dit que j'appréciais qu'elle me le fasse savoir. Puis j'ai raccroché. Elle a rappelé immédiatement. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé 17 fois de plus ce jour-là. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Elle a laissé des messages vocaux, chacun plus désespéré que le précédent, me suppliant de lui parler, de lui donner une chance de s'expliquer, de la laisser arranger les choses d'une manière ou d'une autre. Je les ai tous supprimés sans écouter plus de quelques secondes. Le fait est que ces excuses n'ont rien changé. Cela n'a pas annulé ce qui s'est passé. Cela n'a pas effacé les mois passés à être traité comme un criminel. La perte d'emploi, l'isolement social, la paranoïa, la dépression, rien de tout cela. Tout ce que cela a fait, c'est confirmer ce que je savais déjà. J'étais innocent. Mais être innocent ne m'a jamais protégé de tout perdre. Au cours des semaines suivantes, toute ma famille est sortie de l'ombre. Tout le monde voulait soudainement parler, s'excuser, arranger les choses. Ma mère m'a envoyé un colis de réconfort avec des biscuits. Comme si des biscuits pouvaient arranger ça. Je les ai donnés à ma voisine. Mon père est venu chez moi sans prévenir. J'ai regardé par le Judas, les vues debout là, j'ai failli ouvrir la porte. Puis je me suis souvenu de ce barbecue, du dégoût sur son visage. J'ai ouvert la porte juste assez pour parler à travers la chaîne de sécurité. Il a dit que nous devions parler d'homme à homme. Je lui ai dit que j'enregistrais toutes les conversations maintenant. Il pouvait m'envoyer un email. Son visage est passé de déterminé à blessé à en colère. Il a commencé à élever la voix à propos de gâcher la famille par fierté. J'ai fermé la porte. J'ai reçu un email de sa part plus tard. Une longue lettre sur les obligations familiales, le pardon, les erreurs. Il a dit que mon refus blessait ma mère. Je l'ai archivé sans répondre. Mes cousins ont essayé l'approche amicale. Alexandre m'a envoyé un message pour prendre un café. J'ai accepté, curieux de savoir quelle approche il prendrait. Nous nous sommes rencontrés dans un café de chaîne. Après les banalités, il en est venu à la vraie raison. Il a dit que la famille me manquait. Tout le monde regrettait ce qui s'était passé. Manon luttait contre la culpabilité. J'ai demandé où il était pendant mon enquête. Il est devenu mal à l'aise. Il a dit que c'était compliqué. Je lui ai dit que ce ne l'était pas. Soit il croyait que j'étais capable de cela, soit il ne le croyait pas. Il a choisi de le croire. C'était son choix. Le fait est que j'avais déjà tourné la page. Dans les 6 mois entre l'accusation et l'aveu de Sophie, j'avais construit une nouvelle vie, un nouveau travail, de nouveaux amis, un nouvel appartement, tout était nouveau. J'étais allé en thérapie, j'avais géré la colère et la trahison, et j'avais accepté que mon ancienne vie était partie. Je n'étais plus la même personne. Le gars naïf qui venait aux barbecues familiaux et faisait confiance à tout le monde. Il est mort le jour où Sophie m'a giflé. Cette nouvelle version de moi, j'étais prudent, méfiant. Je documentais tout, je gardais des traces de toutes mes interactions, je maintenais des limites comme si c'était des postes de contrôle militaire,
et je refusais absolument de laisser revenir quiconque m'avait abandonné si facilement. Sophie a continué d'essayer. Appels, SMS, email, se présentant à mon immeuble. Je n'ai jamais interagi au-delà de lui dire d'arrêter de me contacter. Elle s'excusait, disait que Manon n'était qu'une enfant, qu'elle avait été manipulée, que tout le monde fait des erreurs. Je lui rappelais que son erreur m'avait coûté mon travail, ma réputation, mes économies et 1 an de ma vie. Puis je m'éloignais. Mes parents ont essayé la médiation, ont organisé toute une réunion de famille sans me demander, puis m'ont appelé pour me dire quand et où me présenter. J'ai ri et raccroché. Ils se sont fâchés, ont dit que j'étais têtu, que la famille pardonne. Je leur ai envoyé un email expliquant que je ne les considérais plus comme ma famille et qu'ils devaient arrêter d'agir comme s'ils avaient un quelconque droit sur mon temps ou mon énergie. Certains proches pensaient que j'étais trop dur. Ils disaient que je devais pardonner à Manon parce qu'elle était jeune. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette logique est absolument nulle. Manon avait 13 ans quand elle a menti. Assez âgée pour comprendre les conséquences. Elle n'avait pas 6 ans à inventer une histoire de monstre sous le lit. Elle m'a délibérément, avec préméditation, accusé de quelque chose qu'elle savait pouvoir me faire aller en prison. Elle m'a regardé tout perdre et n'a rien dit pendant 6 mois. Et Sophie, elle a choisi de croire une histoire sans aucune preuve plutôt que son propre frère. Elle n'a pas posé de questions, n'a pas attendu les faits, elle est juste immédiatement devenue nucléaire. Cela me dit exactement ce qu'elle pensait de moi, à quel point je comptais peu par rapport à ses suppositions automatiques. Les gens aiment dire que la famille devrait pardonner, qu'on n'a qu'une seule famille, toutes ces choses sentimentales. Mais voici la vérité. La famille est censée vous soutenir. La famille est censée vous accorder le bénéfice du doute. La famille est censée vous connaître assez bien pour dire « Attendez, cela ne lui ressemble pas. Voyons ce qui s'est réellement passé. » Ma famille n'a rien fait de tout cela. 2 ans se sont écoulés. J'avais tourné la page, je me portais mieux qu'avant. J'ai été promu à mon nouveau travail, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un lors d'une conférence professionnelle. Elle était intelligente, drôle, elle avait sa vie en main. Nous avons pris les choses lentement. J'ai noué des amitiés solides avec des gens qui respectaient les limites. Mon appartement a commencé à ressembler à un foyer. J'ai acheté des meubles que j'aimais, j'avais des œuvres d'art au mur, des plantes que je gardais en vie, de petites choses qui représentaient la stabilité. Puis le 16e anniversaire de Manon est arrivé. Sophie a appelé d'un numéro que je n'avais pas bloqué, elle m'a pris au dépourvu. Elle a commencé un discours préparé. Manon voulait me voir, elle avait écrit une lettre, elle voulait juste s'excuser en personne. Sophie m'a supplié d'y réfléchir. Ces 3 années avaient aussi été difficiles pour Manon. Elle avait perdu des amis, avait été harcelée, Sophie a dit que Manon faisait des cauchemars, était en thérapie 2 fois par semaine, avait essayé de se faire du mal une fois à cause de la culpabilité. Sophie essayait de me faire me sentir responsable de la santé mentale de Manon. Même manipulation, angle différent. Je l'ai écoutée pendant 10 minutes d'affilée. Sophie a passé en revue tous les arguments. Manon n'était qu'une enfant. Elle avait été manipulée. Elle avait appris sa leçon. Tout le monde voulait guérir. Pourquoi étais-je si têtu? Quand elle s'est arrêtée, j'ai dit un mot. Non. Sophie a essayé de discuter, a dit que Manon souffrait, qu'elle faisait des cauchemars, qu'elle était en thérapie, qu'elle avait changé. J'ai dit à Sophie que rien de tout cela n'était mon problème. Manon avait fait ses choix et elle pouvait vivre avec. J'avais fait les miens aussi. Elle n'était qu'une enfant, a dit Sophie. Elle était assez grande pour savoir ce qu'elle faisait, ai-je répondu. Et toi, tu étais clairement assez grande pour savoir ce que tu faisais. Tu as fait ton choix il y a 3 ans. Je fais le mien maintenant. Sophie a commencé à pleurer, disant que j'étais cruel, que Manon voulait juste tourner la page. Je lui ai dit que j'avais tourné la page quand j'ai bloqué tous les numéros et que j'ai continué ma vie. Ce que Manon voulait, c'était le pardon pour qu'elle puisse se sentir mieux. Ce n'était pas ma responsabilité. Ne me rappelle pas, j'ai dit, et j'ai raccroché. Elle a quand même envoyé la lettre, l'a envoyée à mon appartement. Je ne sais pas comment elle a obtenu mon adresse, si elle a engagé quelqu'un pour la trouver ou si elle m'a traqué d'une manière ou d'une autre. Cette violation m'a plus dérangé que la lettre elle-même. La lettre était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Beaucoup de « je suis désolé ». Beaucoup de « j'étais jeune et stupide ». Beaucoup de
tu me manques. Manon parlait de la difficulté de ces années pour elle. Comment elle avait perdu des amis. Comment les enfants à l'école l'appelaient menteuse et pire. Comme elle aurait aimé pouvoir tout annuler. Elle a écrit sur des souvenirs spécifiques. Apprendre à faire du vélo. Moi lui enseignant. Des fêtes d'anniversaire où j'étais venu avec des cadeaux. Des fois où je l'avais aidé à faire ses devoirs. Elle essayait de me rappeler qui nous étions l'un pour l'autre. Elle essayait de déclencher une réaction émotionnelle qui me donnerait envie de renouer. Tactique de manipulation standard, et je l'ai reconnue parce que mon thérapeute m'avait préparé à ce genre de choses. La lettre était bien écrite. Je lui accorde ça. Probablement passé par plusieurs brouillons. Peut-être même aidé par son thérapeute ou Sophie. Elle a touché toutes les bonnes notes. Reconnu ce qu'elle avait fait. Pris ses responsabilités. Exprimé un remords qui semblait sincère. Décrit comment elle avait changé. Ne demandait rien d'autre qu'une chance de s'excuser en personne. Si je n'avais pas su mieux, si je n'avais pas vécu ce que son mensonge m'avait fait, cela aurait pu être émouvant. Mais je savais mieux, et j'ai reconnu la lettre pour ce qu'elle était. Pas vraiment des excuses pour mon bénéfice, mais une étape dans le processus de guérison de Manon. Son thérapeute l'a probablement suggéré. Écrivez une lettre à la personne que vous avez lésée. Exprimez vos sentiments. Prenez vos responsabilités. Bonne technique thérapeutique, bien sûr. Mais le but était d'aider Manon à se sentir mieux, pas de réellement me réparer. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai passé au broyeur. Non pas par colère ou par rancune, juste par pur pragmatisme. Ce chapitre de ma vie était clos. Certaines personnes en ligne m'ont dit que j'aurais dû au moins répondre, que je devrais lui donner une chance, que de s'accrocher à la colère est toxique. Mais voici ce que ces gens ne comprennent pas. Je ne m'accroche pas à la colère. Je ne suis pas consumé par le ressentiment. Je ne complote pas de vengeance ou ne jouis pas de leur souffrance. Je suis juste indifférent. L'opposé de l'amour n'est pas la haine. C'est l'apathie. Et je suis complètement apathique envers mon ancienne famille. Ce sont des étrangers maintenant. Des gens que je connaissais, comme de vieux camarades de classe que vous croisez au magasin et avec qui vous échangez des amabilités avant de continuer votre journée. Sauf que je ne veux même pas les amabilités. Des excuses n'effacent pas ce qui s'est passé. Cela ne me rend pas le travail que j'ai perdu, les amis qui m'ont abandonné, l'année que j'ai passée en tant que paria social. Cela n'annule pas les crises de panique que j'avais chaque fois que quelqu'un me regardait de travers, ou la paranoïa qui me faisait enregistrer chaque interaction avec un autre être humain. Cela ne compense pas le fait de devoir recommencer toute ma vie à 0 à 32 ans. Les excuses de Manon étaient pour son bénéfice, pas le mien. Elle voulait se sentir mieux. Elle voulait s'absoudre de sa culpabilité. C'est la nature humaine. Je comprends. Mais je ne lui devais pas ce réconfort. Je ne lui devais rien. Sophie m'a rappelé après l'anniversaire de Manon. Elle a dit que j'avais brisé le cœur de sa fille en ne me présentant pas. J'ai souligné que Manon avait brisé toute ma vie avec ses mensonges, donc nous n'étions guère à égalité. Sophie a dit que je gardais rancune à une adolescente. J'ai dit que je me protégeais des gens qui avaient prouvé qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Grande différence. Mes parents ont essayé une dernière fois il y a environ 6 mois. Ils vieillissent. Ils ont commencé par toute une routine sur la vie est trop courte et la famille et tout. Ma mère m'a envoyé un message disant qu'elle ne rajeunissait pas, qu'elle voulait me voir avant de mourir. Que garder rancune était épuisant. Classique coup de culpabilité. Mon père a enchaîné en disant qu'il avait fait des erreurs en tant que père, mais qu'il essayait de les corriger. Et que cela ne valait-il pas quelque chose? J'ai pensé les ignorer complètement. Puis j'ai réalisé que si je ne les rencontrais pas, ils continueraient d'essayer différentes approches, différents coups de culpabilité, différents angles. Alors, j'ai accepté de les rencontrer pour un café une fois pour leur faire comprendre ma position assez clairement afin qu'ils l'acceptent enfin. Ils ont dit que tout le monde s'était excusé, qu'il était temps de passer à autre chose, que j'étais injuste en les punissant pour toujours. Nous nous sommes rencontrés dans un endroit neutre, un café de chaîne à mi-chemin entre nos quartiers. Je suis arrivé tôt, j'ai choisi une place près de la sortie, j'ai apporté un livre pour avoir quelque chose à faire s'ils étaient en retard. Ils ne l'étaient pas. Ils sont arrivés à l'heure, l'air nerveux. Je les ai rencontrés pour un café. C'était la seule fois que je les avais vus en face à face en 3 ans. Ils semblaient plus âgés,
plus fatigué. Ma mère avait plus de cheveux gris que je ne m'en souvenais. Mon père avait perdu du poids, il semblait plus petit d'une certaine manière. Une partie de moi se sentait mal pour eux. Le reste de moi se souvenait de ce qu'ils m'avaient fait subir. Ils se sont assis, ont commandé des cafés qu'ils ont à peine touchés. Ma mère a pleuré pendant la majeure partie du temps, essuyant ses yeux avec des serviettes qu'elle avait apportées spécifiquement à cet effet. Mon père a fait son numéro stoïque, mais je pouvais dire qu'il était aussi ému. Ses mains tremblaient lorsqu'il a soulevé sa tasse de café. Ils ont dit qu'il me manquait, que les réunions de famille n'étaient plus les mêmes sans moi, qu'ils avaient fait une erreur en ne me soutenant pas dès le début. Ma mère a parlé de la façon dont les fêtes semblaient vides, comment elle avait mis une assiette pour moi à Thanksgiving par habitude, puis avait pleuré quand elle a réalisé que je ne venais pas. Mon père a mentionné mon anniversaire, comment ils avaient envoyé une carte qui était revenue marquée au retour à l'expéditeur parce que j'avais changé d'adresse sans leur dire. Ils essayaient de me montrer à quel point mon absence les blessait, à quel point ils me voulaient de retour. J'ai écouté tout ce qu'ils avaient à dire. Je n'ai pas interrompu, je n'ai pas discuté, je les ai juste laissés tout vider. Quand ils ont finalement arrêté de parler et m'ont regardé avec attente, je leur ai exposé la situation, simplement. Quand Sophie m'a accusé, vous n'avez pas posé de questions. Vous ne m'avez pas pris à part pour me dire, que s'est-il passé? Raconte-nous ta version. Vous avez simplement présumé que j'étais coupable. Vous m'avez laissé quitter ce barbecue seul, sachant ce que les gens disaient de moi. Et vous ne m'avez pas contacté une seule fois pendant l'enquête. Pas une seule fois. Vous m'avez laissé traverser des mois d'enfer complètement seul. Laisser ma vie s'effondrer sans même vérifier si l'histoire avait un sens. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma place dans cette famille. Ma mère a essayé de m'interrompre pour s'expliquer, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. Vous vous êtes excusé maintenant, et j'apprécie cela. Vraiment. Mais des excuses ne créent pas la confiance. La confiance se construit avec le temps, par des actions. Et vous avez détruit plus de 30 ans de confiance en un après-midi. Je ne suis pas intéressé à la reconstruire. J'ai une bonne vie maintenant avec des gens qui me respectent et qui croient en moi. Des gens qui m'ont accordé le bénéfice du doute quand les choses se sont compliquées, qui m'ont soutenu, qui ont posé des questions avant de juger. Je n'ai pas besoin du stress de me demander si vous allez me jeter à nouveau la prochaine fois que quelqu'un fera une accusation. Mon père a commencé à parler. Quelque chose sur le fait qu'il ne ferait plus jamais cette erreur. Mais je l'ai coupé. Vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas savoir. Parce que quand ça comptait, quand j'avais le plus besoin de vous, vous avez échoué. Non pas parce que vous êtes de mauvaises personnes, mais parce que vous êtes humains. Vous avez paniqué. Vous avez cru le pire. Vous vous êtes protégé. Je comprends. Mais je me protège maintenant. Et cela signifie garder mes distances avec des gens qui ont prouvé qu'on ne pouvait pas leur faire confiance quand les choses deviennent effrayantes. Ma mère a dit que j'étais trop dur, que tout le monde méritait une seconde chance. Je lui ai dit qu'elle avait peut-être raison, mais que je choisissais de ne pas en donner. C'était mon choix à faire, tout comme c'était son choix de croire que j'étais coupable sans preuve. Nous n'avons pas parlé depuis. Le fait est que je ne pense plus beaucoup à eux. Parfois, quelque chose me rappellera le bon vieux temps. Un souvenir aléatoire de dîner du dimanche ou de tradition de vacances, et je ressentirai une légère piqûre. Pas tout à fait de la tristesse, pas tout à fait de la nostalgie, juste la reconnaissance que les choses étaient différentes. Mais ensuite je me souviens de ce qu'ils m'ont fait subir. Et ce sentiment disparaît vite. Il est remplacé par cette satisfaction tranquille d'être parti. D'avoir construit quelque chose de mieux. De ne pas être coincé dans un cycle de personnes qui traitent la famille comme jetable. Ma petite amie et moi avons fêté nos 2 ans le mois dernier. Elle est incroyable. Honnêtement, elle travaille dans le marketing. Elle a un grand sens de l'humour. Elle me pousse à me dépasser de bonne manière. Nous avons emménagé ensemble il y a environ 6 mois. Nous avons trouvé un appartement avec une chambre supplémentaire que nous utilisons comme bureau à domicile. Elle connaît les grandes lignes de ce qui s'est passé avec ma famille, qu'il y a eu une fausse accusation qui a détruit ses relations, mais elle n'a pas insisté pour avoir des détails. Elle a dit que quand je serais prêt à tout lui raconter, elle écouterait, mais qu'elle ne me ferait pas pression. Ce niveau de respect, de compréhension des limites, c'est à quoi ressemble un véritable soutien. Elle n'avait pas besoin de connaître chaque détail de mon passé pour me faire confiance au présent.
Elle m'a jugé sur mes actions, mon caractère, la façon dont je la traitais elle et les autres. Un concept novateur, n'est-ce pas? Nous avons maintenant un bon groupe d'amis. Des couples principalement. Des gens que nous avons rencontrés au travail ou par le biais de nos loisirs. Nous faisons des soirées-jeux, des dîners, des week-ends, des choses normales que je pensais ne plus jamais avoir après que tout se soit effondré. Ces gens me connaissent comme le gars qui est bon en quiz, qui fait des blagues terribles, qui est étrangement compétitif aux jeux de société, et non comme le gars qui a été accusé de quelque chose de terrible. C'est le cadeau de recommencer. Vous pouvez être qui vous êtes maintenant, et non qui vous étiez lorsque votre vie a explosé. Certaines personnes m'ont dit que j'étais trop intransigeant, que je devrais laisser tomber et renouer avec ma famille. D'autres disent que je suis tout à fait justifié, que ce qu'ils ont fait était impardonnable. Honnêtement, je me fiche de ce que quiconque pense. Il ne s'agit pas de savoir qui a tort ou qui a raison, qui est justifié ou qui est raisonnable. Il s'agit d'auto-préservation et de santé mentale. J'ai appris une dure leçon il y a 3 ans. J'ai appris que les gens se retourneront contre vous en un clin d'œil si l'accusation est suffisamment grave. Que votre histoire avec quelqu'un ne signifie rien lorsque la peur et l'indignation prennent le dessus. Qu'être innocent ne vous protège pas de tout perdre. Ce sont des leçons brutales, mais précieuses. Elles m'ont appris à être plus prudent, plus sélectif, plus protecteur de la vie que je construis. J'ai aussi appris que j'étais plus fort que je ne le pensais. J'ai survécu à une destruction totale et j'ai reconstruit ma vie à partir de rien. J'ai perdu mon emploi, ma réputation, ma famille, mes amis, ma maison, tout. Et je me levais quand même tous les matins, je faisais les gestes, je continuais à avancer jusqu'à ce que ces émotions redeviennent réelles. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut dire. Je suis fier de cette force, même si j'aurais aimé ne jamais avoir eu à la développer. J'ai fait de nouveaux amis, trouvé une nouvelle famille, et les gens qui m'ont réellement soutenu. J'ai créé une vie qui ne dépend de personne qui a prouvé qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Cela vaut plus pour moi que n'importe quelle réunion de famille ou fête d'anniversaire. Manon a maintenant 19 ans. J'ai appris via les réseaux sociaux qu'elle étudiait la psychologie à l'université. Une partie de moi se demande si elle essaie de comprendre pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Une partie de moi espère qu'elle a appris, qu'elle est devenue quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. Mais c'est un espoir lointain, le genre que l'on a pour les étrangers, comme espérer qu'une célébrité reprenne sa vie en main, détachée, impersonnelle. Elle est en thérapie de manière constante depuis l'aveu. J'espère sincèrement que cela l'aide. Non pas pour moi, mais pour elle. Peut-être qu'elle deviendra une personne décente. Peut-être qu'elle l'est déjà. Cela ne m'importe pas de toute façon. Sophie m'a contacté récemment avec une nouvelle approche. Manon luttait contre une anxiété et une culpabilité sévères. Son thérapeute a suggéré qu'une rencontre pourrait aider. Sophie a demandé si je voulais avoir une conversation médiatisée. Elle a proposé de payer. N'importe où, n'importe quand. Juste une fois. Juste une chance pour Manon de dire ce qu'elle avait besoin. Je lui ai dit non. Ma vie est paisible maintenant. J'ai une petite amie avec qui je suis sérieux. Nous avons parlé de fiançailles la semaine dernière. Je suis en lice pour une autre promotion. Je joue au basket le mercredi soir. J'apprends la guitare. Voyage au Colorado le mois prochain. Ouvrir cette porte signifie inviter le chaos à nouveau. Je ne suis pas prêt à le faire. Chaque interaction avec mon ancienne famille a été épuisante, pleine de culpabilisation et de manipulation. Je ne leur dois rien. Le dernier message que j'ai envoyé à Sophie était assez clair. Je lui ai dit que je comprenais que Manon luttait, que j'espérais sincèrement qu'elle trouverait la paix et la guérison. Mais je lui ai aussi dit que ma guérison nécessitait une distance de toutes les personnes impliquées, que j'avais travaillé dur pour construire une vie qui ne les incluait pas, et que je n'allais pas compromettre ma santé mentale pour la leur. Je leur ai souhaité bonne chance et leur ai demandé de ne plus me contacter. Elle a renvoyé un long message sur la clôture, sur le fait que Manon ne guérirait jamais vraiment sans me faire face, sur le fait que j'étais égoïste. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué ce numéro aussi. Elle ne m'a plus contacté depuis. Du moins, pas d'une manière que j'ai remarquée. C'était il y a 4 mois. Je sais que certaines personnes qui liront ceci penseront que je suis froid, peut-être même cruel. Elles diront qu'une adolescente a fait une erreur et que je la punis pour la vie. Mais voici ce qui leur échappe. Je ne punis personne. Je vis simplement ma vie sans eux.
Il y a une différence. La punition implique que j'essaie activement de leur faire du mal, que je cherche vengeance ou que j'essaie de les faire souffrir. Je ne fais rien de tout cela. J'existe simplement dans mon propre espace, construisant mon propre bonheur, protégeant ma propre paix. Ils se sentent punis parce qu'ils veulent de moi quelque chose que je ne suis pas prêt à donner. C'est leur problème, pas le mien. Ma petite amie connaît les grandes lignes de ce qui s'est passé, mais pas tous les détails. Elle m'a demandé une fois si ma vieille famille me manquait un jour. Je lui ai dit honnêtement que l'idée d'eux me manquait, la version qui existait avant que je ne découvre à quel point ils avaient peu de foi en moi. Mais je ne manque pas la réalité de qui ils étaient réellement quand cela comptait. Les gens qui m'ont soutenu quand les choses sont devenues difficiles, ce sont ceux qui comptent maintenant. Elle a parfaitement compris cela. Elle vient elle-même d'une situation familiale compliquée, a géré sa propre part de trahison et de déception en grandissant. Alors, elle comprend que parfois la chose la plus saine à faire est de s'éloigner. Pas de culpabilité, pas de doute, juste reconnaître quand une relation est toxique et se choisir à la place. Nous parlons d'emménager ensemble, peut-être de nous fiancer l'année prochaine, de construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a pas le poids de la trahison qui plane, quelque chose basé sur une confiance qui est gagnée, pas supposée. J'ai vu ma mère en public une fois il y a environ 1 an. Nous étions dans le même supermarché, complètement par hasard. Elle m'a vu la première, a commencé à marcher vers moi avec cette lueur d'espoir sur son visage, comme si peut-être suffisamment de temps s'était écoulé pour que je sois prêt à parler. J'ai tourné et j'ai marché dans l'autre sens sans hésitation. Je l'ai entendu m'appeler par mon nom mais je n'ai pas tourné la tête, je n'ai pas ralenti, j'ai juste continué à marcher jusqu'à ce que je sois dans une autre allée. Ce n'était pas dramatique ou émouvant. Je ne voulais juste pas avoir cette conversation au milieu du rayon des fruits et légumes. Je ne voulais pas m'y lancer, entouré d'étrangers qui achetaient des légumes. J'ai reçu un SMS d'elle plus tard dans la journée. Elle a dit que ça lui faisait mal de me voir partir comme ça, qu'elle voulait juste parler quelques minutes. Je lui ai répondu par SMS que je comprenais, mais que j'avais clairement fait part de ma position et que rien n'avait changé. Elle a dit qu'elle continuerait d'espérer que je changerais d'avis un jour. Je lui ai dit qu'elle était libre d'espérer, mais de ne rien attendre. Ce fut le dernier contact direct que nous ayons eu. Récemment, j'ai découvert par hasard via les réseaux sociaux que Manon avait posté quelque chose de vague sur le pardon et l'apprentissage des erreurs. Elle ne m'a pas mentionné par mon nom, mais il était assez évident de quoi elle parlait. Les commentaires étaient remplis de gens qui la soutenaient, disant que tout le monde méritait le pardon, que garder rancune est toxique. Je n'ai ni répondu ni réagi au message. Je ne me suis même pas soucié d'être agacé. C'est le drame de quelqu'un d'autre maintenant. L'histoire de quelqu'un d'autre. Je vis juste ma vie. Ma vie est maintenant assez simple et directe, honnêtement. Travail, salle de sport, passer du temps avec ma petite amie et notre groupe d'amis. Travailler sur mes passe-temps. J'ai commencé le travail du bois l'année dernière. J'ai construit une étagère qui s'est avérée décente. Je pense à prendre un chien. Des choses normales. Des choses ennuyeuses. Le genre de vie que les gens tiennent pour acquis jusqu'à ce qu'ils aient dû la reconstruire à partir de zéro. Les gens me demandent si je me réconcilierai un jour avec ma famille. Ma réponse est toujours la même. Il ne faut jamais dire jamais, mais je ne me fais pas d'illusions. Si la réconciliation se produit, ce sera parce que quelque chose de fondamental change. Pas parce que suffisamment de temps s'est écoulé ou parce qu'ils se sont suffisamment excusés. Et honnêtement, je ne suis pas sûr à quoi ressemblerait ce changement fondamental. La confiance n'est pas quelque chose que l'on peut reconstruire avec des excuses et du temps seulement. Elle se reconstruit par des actions cohérentes sur des années. En prouvant que vous avez changé, en démontrant que vous comprenez ce que vous avez mal fait et pourquoi cela compte. Ma famille n'a rien fait de tout cela. Ils se sont juste excusés et s'attendent à ce que je revienne. Comme si dire pardon était un bouton de réinitialisation magique. Ce n'est pas le cas.